De ce côté, on voit plutôt un bateau qui chavire. Pourquoi cette kyrielle pourquoi ce choix diversifié? Nous avons pensé à représenter la mer parce que l'individu qui tend la main, Mhm. pour nous, n'a pas été assez représentatif. Mhm. Nous avons pensé que représenter la mer sous une ombre sombre Mhm. voudrait traduire la tragédie même que la plupart des candidats à l'aventure font face. Mhm. Oui, Alors, autre ouvrage, on va prendre l'autre ouvrage, J'ai tué ma femme. C'est un roman. oui, ça c'est un roman. Alors, J'ai tué ma femme. Il est très évocateur là. J'espère que nos téléspectateurs aujourd'hui n'auront pas peur du titre. Il C'est faut, juste, peut-être faudrait c'est, qu'on sache davantage ce qui s'y cache à en l'intérieur. en fait, c'est une allégorie. Mhm. J'ai tué ma femme, c'est un roman dans lequel le personnage principal se rend compte qu'il avait une épouse magnifique Mhm. seulement au moment où il n'est plus avec celle-ci. Oh là là. Oui, c'était C'est-à-dire on apprécie, on reconnaît la valeur d'une chose lorsqu'on l'a perdue. Oui, seulement. Mhm. Donc, le personnage s'exclame donc, j'ai tué ma femme. Parce il est en train de se remémorer l'ensemble des douleurs, des souffrances qu'il a imposées à cette femme. Mhm. C'est toutes ces souffrances qu'elle a endurées jusqu'à... Donc, il a du remords. Oui, il a du remords. Mhm. Elle a tellement souffert de ses infidélités, de ses absences, de ses mensonges, qu'elle a fini par craquer. Et puis, Mhm. Pas lâché elle, finalement. oui, elle est passée de vie à trépas. Oh là là. C'est en... Un trépas sentimental. Oui, oui. Mhm. Donc, c'est en se remémorant de tout ce qu'elle... Qu'il fait un bilan. Il fait un Et bilan. Il qu'est-ce se qu'il rend décide à compte. la fin? Il décide d'être un meilleur homme et Mais malheureusement plus avec elle. malheureusement plus. Voilà. Alors, c'est un ouvrage paru en quelle année? Il est paru en 2015 Mhm. également, oui, Aux éditions? aux éditions Wardon. Aux éditions Wardon. Mhm. Alors, on va prendre un autre ouvrage, La chute du paradis. C'est un roman lui aussi. En effet, La chute du paradis, c'est un roman. Mhm. Il s'agit... Ça a l'air d'être une science-fiction, là. ouais, un peu. Mhm. Parce que si vous arrivez de les lire, vous aurez l'impression que vous êtes en train de lire vous êtes en train de lire un scénario de film. Mhm. Donc, c'est l'un des romans que j'ai commencé à écrire en 2009 Mhm. et je l'ai achevé en 2015. Mhm. C'est un roman dans lequel le personnage principal, Sibylle, la protagoniste, est, vit dans une espèce d'univers où elle veut faire les choses par rapport aux autres. Mhm. Elle inhibe son soi. Sa personne disparaît dans la masse. Mhm. Et puis, à un moment donné, elle se rend compte que, à force d'essayer de vivre comme les autres, elle, elle n'est plus elle, quoi. Elle n'est plus elle. Elle est Mhm. malheureuse toute sa vie parce qu'elle veut plaire aux autres. Et Mhm. puis, Elle s'oublie. oui. Mhm. Mhm. Alors, il y a cet ouvrage que j'ai aussi ici devant moi, Aux portes de l'Occident. C'est la suite hein, de ce tome, de cette série, si on peut dire ça comme ça. De quoi il parle? Aux portes de l'Occident, c'est le volume 3 de la série. Mhm. C'est également un ouvrage qui parle de la face cachée de De l'immigration, l'immigration c'est-à-dire clandestine clandestine. mhm. Vous dites bien. Mhm. Euh, Aux portes de l'Occident, c'est le stress qu'endurent les familles qui ont tout investi sur le départ d'un individu, d'un enfant, d'un parent ou bien d'un ami, et qui espèrent que ce parent-là va leur retourner leur investissement. Mhm. Il se trouve donc que notre protagoniste est dans des situations difficiles. Parfois, il communique, il envoie des informations à sa famille, genre, je n'en peux plus, je veux rentrer. Mhm. En même temps, lorsqu'on l'attend, il décide de l'autre côté, bon, il faut que je continue parce que la famille a investi sur moi,
j'ai un devoir de réussite vis-à-vis de cette famille-là. Donc, Alors, la première remarque déjà qu'on fait, c'est que dans la plupart de ces ouvrages, vous êtes co-auteur, vous êtes accompagné de Mbaye Toundi. Qui est Mbaye Toundi? Mba Etunji était un écrivain camerounais qui nous a quittés malheureusement au cours de l'année 2017, avec de mars 2017. Mba Etunji était également mon père, mon géniteur si vous préférez. Et avec lui, on partageait cette passion pour la littérature. Il m'a souvent encouragé lorsque je voulais lâcher prise, lorsque je n'arrivais plus, lorsque j'étais en manque d'inspiration. Il me disait que vas-y, faut jamais permettre à la plage, au syndrome de la page blanche de te coloniser complètement. Et aujourd'hui, êtes-vous satisfait du travail que vous menez, du combat que vous menez, du travail que vous faites au quotidien, celui de passer l'information? Êtes-vous satisfait? J'éprouve une satisfaction personnelle parce que je pense que quand on commet un ouvrage, il va servir également pour la postérité. Et je me dis, si maintenant la mayonnaise tarde à prendre, peut-être lorsque je serai plus vieux ou bien lorsque je ne serai plus, ces ouvrages vont servir au patrimoine littéraire camerounais et à nos enfants qui vont arriver. Alors, je voudrais qu'on revienne sur les thématiques que vous abordez. Il y a par exemple l'immigration clandestine, sur la thématique sur laquelle vous avez décidé de faire, je peux dire, un gros plan, si on parle, si on peut le dire ainsi, puisque vous avez décidé d'en écrire jusqu'à 4 ouvrages. Le premier, c'est l'un de ces ouvrages, c'est Au port de l'Occident, l'autre, c'est L'Europe me sauvera, et il y en a encore d'autres. Si près du but et bien retour. Et bien retour, voilà. Alors, comment choisissez-vous vos sujets, les sujets que vous abordez, vos thématiques? Comme je vous l'ai dit à l'entrée, notre pays, le Cameroun, est un champ de possibilités immenses en termes de choix de sujets. C'est le pays qui est votre laboratoire. Oui, en fait, c'est le pays, la société, le vécu quotidien, et puis mon environnement de travail, l'hôpital. Et il y a autre chose, je suis plus côté radio que télé. Donc, ce qui fait que je m'inspire très souvent des faits d'actualité. Ce qui fait l'actualité me motive souvent. Et lorsque je sens que la société a besoin la société a besoin d'une espèce de recadrage sans beaucoup de prétention. Donc, voilà. Alors, maintenant, quand vous abordez une thématique pareille, quelles sont vos attentes? Alors, lorsque j'aborde le thème des phénomènes migratoires à partir de 2012, parce que c'est à ce moment-là que je commence à écrire les 4 séries. C'est parce que il m'est arrivé une fois d'effectuer un voyage en train pour aller sur Ngaoundéré. Et vous savez, quand on voyage, on rencontre beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à dire. Beaucoup d'expérience de vie. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a conté son histoire, qui a essayé d'immigrer et puis qui a failli laisser sa peau. Et puis ça m'a inspiré parce que lorsqu'il racontait, je sentais la douleur dans son cœur. Il avait une espèce de petite étincelle dans l'œil. Du genre, il n'y a que lui qui ressentait ce qu'il avait vraiment vécu. Et je me suis dit, bon, voilà quelque chose d'intéressant. C'est quelqu'un qui aurait bien voulu avoir pour mission dissuader la plupart des jeunes qui voudraient se lancer dans l'immigration clandestine sans mesurer les risques que cela comporte pour leur vie et pour le devenir des personnes qui comptent sur elles. Est-ce que vous avez l'impression que l'objectif ou les objectifs sont atteints? Est-ce que le message a atteint la cible?
Je me dis que grâce aux émissions comme celle que vous m'accordez aujourd'hui, je vais atteindre au moins une personne sur 10. Si vous faites le ratio, c'est quelque chose de considérable. Mais surtout que lorsqu'on parle d'immigration clandestine, il y a des campagnes qui ont été lancées dernièrement par des associations. On en parle au quotidien. On a encore cette actualité de ces filles camerounaises qui sont maltraitées au Koweït. On en parle jour et nuit. Mais il y a toujours des personnes qui vont. D'ailleurs, dans l'ouvrage, dans ces ouvrages, vous prenez des exemples, des témoignages des personnes qui sont parties, on a par exemple dans cet ouvrage, le Rome Sauvage, l'exemple de Moussango, qui, à peine descendu d'un avion de rapatrié, est prêt à repartir et entre dans une... Est-ce que vous pensez véritablement que le message frappe où il faut et qu'on pourra, de manière générale, endiguer ce phénomène? Voyez-vous, monsieur Haïssi, il n'est pas possible d'endiguer les phénomènes migratoires. D'un, parce que depuis la Genèse, connaissez le livre Exode, effectivement, les humains ont toujours été enclins au phénomène migratoire. Ce qui veut dire que... Ça peut se faire dans la légalité. Oui, ça peut se faire dans la légalité. Mais ici, notre thème aborde les phénomènes migratoires parce que nous estimons que c'est le gros de souffrance au niveau des familles. Je peux, si vous permettez, le coût de vie, la cherté de la vie dans les pays africains et même la rareté des possibilités d'emploi, des opportunités d'emploi qui motivent l'extrême pauvreté, qui motivent la majorité des jeunes et parfois des vieux qui ne sont pas à l'abri d'un certain nombre de mots. Oui, oui. Alors, au vu de ce que vous citez, on serait amené à se poser la question, à qui la faute? La faute? Est-ce aux politiques ou est-ce aux populations qui peut-être ne se battent pas davantage ou ne s'investissent pas davantage? La faute, on ne pourrait pas dire que la faute revient exclusivement aux politiques. La faute est partagée. Mais d'abord, je pense, à mon humble avis, qu'il y a des politiques que les États pourraient mettre en place pour motiver les gens à rester dans leur pays. Il y a des politiques de plein emploi, des politiques de facilitation de la vie qui peuvent faire que les gens ne soient pas motivés à partir. Et il y a un autre phénomène que vous devez relever, monsieur Haïssi. Les phénomènes migratoires africains vers l'Occident, c'est plus dans le sens de la fuite des cerveaux. Parce que voyez-vous, quand des gens ont investi des sommes faramineuses pour faire des grandes études et au bout n'arrivent pas à avoir ce qu'on appelle le retour sur investissement. Ils sont tentés par l'ailleurs. Ils sont tentés par l'ailleurs. Et justement, l'Europe est là pour accueillir la majorité des cerveaux africains. Ce qu'on a appelé le siphonnage de l'intellect africain. Alors, finalement, qu'est-ce que vous préconisez? Je voudrais d'abord dire à mes congénères que les phénomènes migratoires, c'est quelque chose qui a toujours existé de tout temps. Et qu'il y a beaucoup à faire dans notre pays. Il faut explorer au maximum les possibilités, se donner de la chance de percer, comme on dit au quartier. Bon, maintenant, vous allez par exemple dire quoi aux jeunes de Mokolo et Lobi, aux jeunes de Ntaba ou aux jeunes de Simbo qui aura essayé, il a fait des études, il s'en sort avec une licence, parfois un master, il essaie de trouver de l'emploi par-ci, par-là, ça ne donne pas, il dépose des dossiers, ça ne donne pas. Parfois, il se retrouve qu'un jour, en mangeant dans un bénétariat, c'est un de ses papiers qu'il aura déposé, soit une de ses requêtes qu'il aura déposé, une demande d'emploi qui se retrouve en train d'emballer ses beignets. Alors, il se retrouve en train de vendre des oranges ou des ananas. Il y a ce qu'on appelle dans nos rues aujourd'hui le phénomène Awara qui le dérange, qui le poursuit. Il essaie ici, ça ne donne pas. Il essaie ça, ça ne donne pas.
Vous allez dire quoi à un jeune pareil lorsqu'à un moment donné il réussit à avoir quelque chose, peut-être venant d'un bienfaiteur ou d'une famille qui s'est réunie et estime qu'il est comme il est l'élite en termes d'intellectualisme, qu'il aille, vous allez lui dire quoi? Le décourager, le persuader que non, tout se passe ici, alors qu'ici, il a déjà tout essayé. Vous lui dites quoi à ce jeune-là? En fait, le jeune qui s'est investi dans une petite activité est déjà une personne à encourager. Donc, je vais d'abord le féliciter pour le courage qu'il a eu Lorsqu'il de n'a pas eu de s'auto-employer. Et vous Mais connaissez lorsqu'il n'a l'environnement pas eu dans le lequel nous succès, vu, évoluons. voilà, vu cet environnement économique parfois qui phagocyte même les plus gros talents. Alors, c'est là où doit prendre la relève l'État. L'État doit développer des politiques qui incitent les jeunes à rester dans leur pays. Quelques programmes existent déjà que vous connaissez sûrement, le Piaget, le Piassi et tout le reste. Oui, qui amènent les jeunes à rester dans les États. Mais il faut dire ce qui est. Il y a une précarité immense dans